Le mariage n'a jamais eu lieu. La musique s'est éteinte avant même la première note, et dans l'ombre, un homme comptait l'argent de la trahison pendant qu'une femme choisissait des fleurs. Mélissa préparait une union, Prosper Kouyati préparait une exécution, 8 millions de francs CFA. Ce n'était pas un cadeau. C'était le prix d'une tête, le prix d'un futur qu'on voulait décapiter avant qu'il ne respire. Ce n'est pas un drame romantique. C'est une radiographie brutale de l'Afrique nouvelle, celle qui lutte contre le vide moral, contre les mêmes forces qui aztèquent tout, Yir, étouffaient la révolution des années 1980 et qui aujourd'hui tentent d'assassiner l'avenir en 2026. Burkina Faso n'était censé être qu'un pays oublié, un territoire extractif, une nation que d'autres décrivaient à sa place. Puis, en septembre 2022, quelque chose a basculé. Ibrahim Traoré est arrivé, pas comme un politicien, comme une rupture. Le message n'était pas émotionnel, il était stratégique, le pays ne s'agenouillera plus, ni devant les armées étrangères, ni devant les réseaux de l'ancien ordre, des raffineries d'or, des usines de cajou, des rêves d'indépendance énergétique, mais chaque graine de dignité plantée appelle une tentative de sabotage. Le 3 janvier 2026 n'était pas une simple mutinerie, c'était une mécanique régionale. Un hiver noir soigneusement préparé. Et la question a émergé. Lourde comme un verdict qui tire réellement les ficelles, depuis l'autre côté des frontières, la trahison n'est presque jamais solitaire. Dans le théâtre politique de l'Afrique de l'Ouest, elle est chorégraphiée, elle est financée, elle est dirigée depuis des balcons étrangers, loin des rues poussiéreuses où les peuples paient le prix. Lorsque l'enquête du 3 janvier s'est ouverte, la piste ne s'est pas arrêtée à Ouagadougou. Elle a traversé les frontières, elle a glissé dans les chambres climatisées de l'exil. Là, un fantôme de l'ancien ordre attendait, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. 3 années au Togo, mais pas 3 années de silence. 3 années à bâtir une architecture d'ombre, signal Zangué. Des tunnels numériques, des murmures toxiques envoyés à des officiers encore en poste. Ce n'était pas un projet pour sauver le Sahel, ce n'était pas une vision pour protéger les enfants africains, c'était la langue de l'ancien monde, le ressentiment. La jalousie, la faim de pouvoir, les cibles n'étaient pas choisies par hasard, elles étaient choisies là où l'État fatigue, là où les soldats doutent, là où la pauvreté ouvre des fissures. On gratte les bas salaires, on exploite les conditions dures, on injecte cette idée empoisonnée, le jeune capitaine réécrit l'histoire, et toi? Tu regardes, des CR Elura, ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Et puis vient l'argent, 70 millions de francs CFA, un flux passant par la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas une révolte populaire, c'était une transaction. Un marchand nommé Al-Hadji Madi Sagand, pour lui, la chute d'un pays n'était qu'un business. Et voici la vérité qui cloue le débat. Même dans un complot pour renverser un État, ils se volaient entre eux. Kouyati reçoit 8 millions. Il en garde 3. Pour payer sa dot, pendant qu'il planifie un assassinat, il négocie un mariage. Ce n'est pas une révolution. C'est la corruption ordinaire. Armée. Et c'est là que le système se révèle quand la souveraineté devient une marchandise. La trahison devient un métier. Ils pensaient être des chasseurs, mais ils étaient déjà marqués. Pendant que les conspirateurs distribuaient des enveloppes comme des vendeurs de rue, quelque chose se formait en silence, une intelligence d'État qui n'existait pas hier. Ce Black Winter n'était pas une surprise. C'était un test, car le vrai centre de gravité n'était pas un homme. C'était une capacité. Les drones, dans le Sahel. Les drones ont changé la guerre, ils ont brisé des bastions djihadistes, ils ont donné aux forces terrestres un ciel qui protège. Alors le plan était chirurgical, décapiter le commandement aérien. Rendre le ciel aveugle, puis faire entrer les équipes de frappe dans la capitale sous couverture nocturne, King David. Capitaine Vita David. Depuis le Ghana, relais vital des ordres chiffrés, Chief Sergeant Salo Yaro. Gardien des rotations. Accès légitime au dépôt d'armes. PKM. 4 boîtes de munitions, assez pour transformer Ouagadougou en cimetière. Tout était prêt. Mais voici la rupture stratégique.
La plupart des dirigeants auraient frappé immédiatement, par peur, par réflexe. Ici, ce ne fut pas une réaction, ce fut une accumulation. Ils ont laissé le complot mûrir, pas par faiblesse, par calcul. Semaine de surveillance, chaque nœud cartographié, chaque cellule identifiée, chaque connexion étrangère enregistrée. Puis, à Haimwehai, exactement 1 heure avant l'opération, le filet s'est refermé. Ce n'était pas seulement des arrestations, c'était la capture d'une infrastructure entière, pris avec les armes en main, prise avec l'argent, pris avec les preuves. Cette fenêtre de 60 minutes a envoyé un choc dans la région. Elle a prouvé quelque chose que le vieux monde refuse d'admettre. L'État burkinabé n'est plus un reliquat désorganisé. C'est une force souveraine moderne. Le Black Winter s'est inversé. Ce qui devait être un gel de la révolution est devenu une démonstration de maîtrise. Mais alors, une question plus lourde est née. Si un pays peut déjouer cela seul, combien d'autres complots dorment encore dans les capitales voisines? Et surtout, que devient l'Afrique? Quand la trahison cesse d'être possible, l'échec du complot de janvier n'était pas seulement une victoire sécuritaire, c'était un enterrement public, un funérail pour une époque entière de la politique africaine. Car lorsque les caméras ont tourné à Ouagadougou, le monde n'a pas vu des suspects, il a vu 2 futurs. D'un côté, les hommes brisés de l'ancien ordre, les réseaux qui vivaient de Paris, des couloirs étrangers, des pactes silencieux, Maudissogande, marchand de coups d'État, suppliant à la télévision, Cholo Yaro, trahissant la garde républicaine pour quelques enveloppes, Kouyati, prêt à biaider son propre commandant pendant que Mélissa réservait des musiciens, il représentait une moralité morte. Quand la loyauté devient un prix, quand la souveraineté devient une offre, quand la nation devient un butin, et de l'autre côté, une cérémonie différente. Pas une confession, une promotion. Le général Célestin Simporé, commandant des volontaires pour la défense de la patrie. Élevé par le pouvoir, ce n'était pas un geste symbolique, c'était un message. Le nouveau Burkina Faso ne fonctionne plus sur l'ancien système ancienneté, réseau de patronage. Pedigree colonial, il glisse vers autre chose. Mérite, sacrifice, performance sur le front, une transformation institutionnelle en temps réel. Et pourtant, le silence international est assourdissant. Quand un attentat frappe, les rédactions occidentales couvrent 24 heures, mais quand un État africain expose un complot transfrontalier documenté, silence. Pourquoi? Parce que cette histoire détruit le récit confortable, elle montre une nation qui se défend avec précision, avec intelligence, sans permission, et maintenant, la région est face à un dilemme stratégique. Les démocraties côtières vont-elles continuer à abriter les fantômes du passé? Vont-elles protéger les officiers exilés qui orchestrent la violence? Ou vont-elles reconnaître que la souveraineté n'est plus négociable? Car lorsque ce type de complot échoue, ce n'est pas seulement un gouvernement qui survit, c'est une règle qui change. Une fois que la trahison est exposée, elle cesse d'être une option. Et c'est là que le Sahel devient plus qu'un champ de bataille. Il devient un laboratoire de pouvoir global. Le Black Winter n'a pas apporté la mort de la révolution. Il a fait pire. Ou mieux selon le camp. Il a libéré psychologiquement un État. Car ce que janvier 2026 a prouvé n'était pas seulement militaire. C'était civilisationnel. Pendant des décennies, l'Afrique a vécu avec une équation implicite. Un gouvernement peut tomber par quelques enveloppes. Une nation peut être renversée depuis une capitale étrangère. La souveraineté est fragile, temporaire, conditionnelle, mais ce complot raté a cassé l'équation. Il a montré que l'époque où l'on achetait un pays comme un contrat est en train de se fermer, et c'est précisément pour cela que le danger augmente. Parce qu'une souveraineté qui fonctionne devient contagieuse, lorsque des raffineries se construisent par des mains locales, lorsque l'or cesse de partir brut, lorsque l'armée se restructure autour du mérite, ce n'est plus seulement un projet national, c'est une attaque contre l'ordre mondial installé. C'est là que la question dépasse un homme. Eng, ce n'est pas un leader, c'est un système qui se redresse. Et un système qui se redresse force les autres à choisir. Alors, ouvrons les scénarios. Si ce mouvement est accepté, alors le Sahel pourrait devenir un axe,
une alliance Mali-Niger-Burkina comme déclaration d'indépendance. Une région qui ne demande plus l'autorisation de commercer, d'y respirer, de se défendre. Mais le prix sera immense. Pressions économiques, isolement diplomatique, tentatives répétées de sabotage. Parce que quand X devient normal, souveraineté réelle, Y devient insupportable, la dépendance. Si ce mouvement est rejeté, alors les fantômes du passé reviennent comme une marée noire. Les exilés deviennent des gouvernements parallèles, les coups d'État redeviennent une industrie. Et le message envoyé à toute une génération sera brutal. Votre dignité est négociable. Mais il existe un troisième scénario, le plus dangereux, le silence. Si le continent reste silencieux, si les voisins abritent encore les architectes de complot, alors la trahison devient un couloir permanent, un sanctuaire régional. Et une fois que cela arrive, l'unité africaine cesse d'être un rêve, elle devient impossible. C'est là que janvier 2026 devient un hinge historique, parce que l'histoire ne se souvient pas des conspirateurs, elle se souvient du moment où une règle bascule, et la règle est simple. Un peuple qui a goûté la liberté ne retourne pas facilement aux chaînes. Vous entendez la pression? Ce n'est pas seulement Burkina Faso, c'est la question centrale du siècle africain. Qui écrit les récits? Qui contrôle la richesse? Qui définit ce qui est acceptable? Si cette histoire résonne, ne la laissez pas mourir dans l'algorithme. Un commentaire, une voix, une discussion. C'est ainsi que la souveraineté devient collective. C'est à une. Si vous voulez marcher avec ces récits, plutôt que les consommer en silence, abonnez-vous. Restez dans le chapitre suivant. T.A.dos. Parce que ce qui vient après le Black Winter, ce n'est pas un épilogue, c'est une génération en jugement. Ce qui se joue dans le Sahel n'est pas un épisode, c'est une restructuration globale du pouvoir. Le Black Winter devait être un gel, il est devenu un filtre, il a tué les parasites, il a laissé un sol plus dur, plus fertile, plus dangereux pour ceux qui prospéraient dans l'ombre. Car désormais, l'Afrique est face à une évidence. La stabilité n'est pas l'absence de conflit, la stabilité est la capacité de survivre au sabotage. Et quand un État démontre cette capacité, il force les autres à se regarder dans le miroir. La promotion des commandants issus du front, l'intégration des volontaires dans la structure formelle, ce ne sont pas des détails administratifs. Ce sont des graines institutionnelles. Une armée qui ne dépend plus d'un héritage colonial, mais d'un mérite. Une hiérarchie qui ne repose plus sur les réseaux, mais sur le sacrifice. Et lorsque cela commence, cela ne s'arrête pas à la caserne. Cela descend dans l'économie, dans les mines, dans les usines, dans la jeunesse, parce que si l'or peut être raffiné localement, alors la pauvreté n'est plus une fatalité. Elle devient une construction politique. Et c'est là que le récit change de registre. Ce n'est plus un pays instable. C'est un pays qui refuse d'être écrit par d'autres, mais refusons l'illusion. Chaque mouvement de souveraineté attire une contre-force. Plus l'autonomie devient réelle, plus la réaction devient sophistiquée. Les complots ne disparaîtront pas. Ils muteront. Moins d'enveloppes, plus de sanctions, moins de soldats, plus de narratifs médiatiques, moins de coups d'État visibles, plus d'asphyxie économique silencieuse. Tchela. La prochaine bataille, pas seulement sur le terrain, dans la perception, dans l'acceptabilité. Quand une nation dit « Nous protégeons notre ciel », le monde demande avec quel droit. Quand elle dit « Nous raffinons notre or », le système répond « À quel prix ?» Et voilà le nœud. Une fois que la souveraineté commence, elle n'est jamais gratuite. Elle exige un choix long terme. Soit le continent accepte cette trajectoire avec tous ses coûts, soit il retourne à la tranquillité coloniale déguisée, et c'est là que janvier 2026 devient plus qu'un complot raté. C'est un signal, le Sahel ne demande plus la permission. Il construit, et tout ce qui construit attire la tempête. La question n'est pas « est-ce que cela va continuer ?» La question est « combien de nations oseront suivre ?» Avant que le prix ne devienne collectif, l'histoire est en train de poser une question que personne ne peut esquiver. Pas seulement à Ouagadougou, à toute l'Afrique de l'Ouest, à tout un continent. Quand les fantômes de l'ancien ordre trouvent refuge derrière les frontières, quand les conspirateurs peuvent planifier depuis l'exil, alors ce n'est plus un problème national, c'est un problème continental. Parce que la trahison, lorsqu'elle est tolérée quelque part, devient une infrastructure partout. Et c'est exactement ce que janvier 2026 a exposé. Le vieux système ne meurt pas en silence.
Ils tentent de revenir par les tunnels, par l'argent, par la jalousie, par les officiers frustrés transformés en outils, mais ce qui a changé, c'est la réponse. Ce n'était pas la panique, c'était la patience stratégique, et cette patience envoie un message brutal. Les coups d'État ne sont plus des surprises. Ils sont des dossiers cartographiés, documentés, neutralisés. Alors maintenant, l'avenir s'ouvre comme un carrefour. Soit la région choisit la solidarité souveraine, soit elle continue à jouer au jeu dangereux des sanctuaires, où chacun protège les exilés des autres, jusqu'au jour où le feu traverse les frontières. Car une chose est certaine, le Sahel ne reviendra pas à genoux, pas après avoir goûté à cette rupture, et ce goût est irréversible. Quand une génération voit qu'un complot échoue, elle comprend que l'histoire n'est pas écrite d'avance, elle peut être défendue, mais cela demande une communauté de conscience, pas seulement des soldats, des voix, des débats, des mémoires actives. Si vous écoutez ceci, ne le traitez pas comme un récit lointain. C'est une question sur la dignité. Partout où elle est contestée, dites d'où vous regardez, d'où vous écoutez, parce que chaque lieu compte, et surtout, gardez cette histoire vivante dans la discussion. Car l'oubli est la première victoire des anciens systèmes. Il ne reste plus qu'un dernier mouvement, le verdict final. Le message de Ouagadougou est simple, il n'est plus possible de prétendre ne pas entendre et entendre. Le mariage qui n'a jamais eu lieu, l'argent volé entre voleurs, les confessions d'hommes brisées à la télévision, tout cela n'est qu'une note de bas de page. La véritable histoire est ailleurs. Elle est dans l'éveil. Dans ce moment rare où un pays autrefois réduit au silence commence à parler dans sa propre voix, ce qui a été tenté en janvier 2026 n'était pas seulement un assassinat, c'était une tentative de tuer un futur avant qu'il ne devienne contagieux. Mais l'hiver noir a échoué, et son échec a produit un effet que personne ne peut effacer. La dignité est devenue une force stratégique. Le Sahel n'attend plus la permission. Il protège son ciel, il raffine son or, il écrit son histoire. Et cela crée un précédent. Car lorsque X s'est accepté la souveraineté réelle, alors Y devient inacceptable la tutelle déguisée. Le vieux monde peut rester silencieux, il peut détourner le regard. Mais il ne peut pas arrêter une chose. Une génération qui a compris que les chaînes ne sont pas éternelles. La route est longue, les tempêtes viendront. Mais une fois que la récolte de dignité commence, aucune conspiration, aussi enracinée soit-elle dans le passé, ne peut arrêter le soleil levant du Burkina Faso. Ce n'est pas une fin, c'est un seuil, et chaque auditeur est désormais face à une question historique. Quand un continent se relève, restera-t-on spectateur ou deviendra-t-on témoin actif de sa liberté ?